on nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Tout au long de sa vie, Paloma ressent une attirance inexplicable pour un univers invisible qui semble la rappeler constamment à lui. Au fil de ses expériences professionnelles, elle fait des rencontres qui la rassurent et l'orientent doucement vers l'outil qui lui permettra enfin de comprendre ce monde, les cartes de tarot. Bien qu'elle tienne absolument à garder les deux pieds sur terre, Paloma le sait, un jour cet univers prendra une place essentielle dans sa vie. Cette histoire s'intitule Le moyen de contact. En fait, tu vois, quand je raconte comme ça, j'ai l'impression que je suis folle. Je m'appelle Paloma, j'ai 30 ans et j'habite dans le 94, donc pas loin de Paris. J'ai grandi dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, avec ma maman principalement. Mon papa est d'origine écossaise. Donc j'ai été élevée dans une double culture finalement, où ma maman est française, elle est originaire de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un peu deux terres aussi très ancrées au niveau de la spiritualité, de beaucoup de choses. Mon père est athée, ma mère est croyante mais pas du tout pratiquante. Ma grand-mère est croyante et pratiquante à l'époque. Mais on avait toujours eu une ouverture d'esprit pour les enfants, donc dont moi, où on avait par exemple les 3 livres des grandes religions, donc la Bible, le Coran et la Torah. On a toujours été, on va dire, ouvert à poser des questions à nos parents. J'aimais beaucoup les histoires qui étaient racontées dedans et donc je les ai lues par pure curiosité et mes parents m'ont laissé faire. J'ai fait des cours de catéchisme parce qu'effectivement, du coup, à l'école, c'était des cours obligatoires qu'on faisait. Mais j'ai commencé vraiment à me poser mes propres questions quand je suis arrivée au collège, où j'ai continué les cours de caté. J'y suis allée presque jusqu'à ma confirmation. C'est quelque chose qu'on fait autour de 16 ans. Puis j'ai par moi-même pris la décision d'arrêter pour plusieurs raisons. Parce que je trouvais notamment que les institutions religieuses dans lesquelles je me retrouve pas du tout et je me retrouvais plus, ils sont très hypocrites à mon sens. C'est purement personnel comme avis. Et donc je me suis éloignée assez naturellement de ça. J'ai un peu séparé dans ma tête la partie vraiment institution et la croyance personnelle. Pour les premières expériences que j'ai pu vivre, c'était pas un phénomène extérieur qui m'a fait peur, c'était moi-même qui a commencé à agir de manière bizarre quand j'avais 6 ans. J'avais un automatisme qui est arrivé un peu du jour au lendemain, où quand je m'amusais à jouer ou à, on va dire, vaquer à mes occupations, à d'un coup arrêter totalement l'activité que j'étais en train de faire pour aller me poser sur le canapé ou m'asseoir quelque part et attendre. Et ma mère, elle vient me voir, elle me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive et tout, il y a un problème. Et en fait, je lui dis non, on va recevoir un coup de téléphone, tu vas recevoir un coup de téléphone, on va nous dire quelque chose. Et effectivement, ma mère recevait un coup de téléphone, que ce soit dans la demi-heure ou dans l'heure ou dans les 2 heures. Enfin, ça pouvait des fois durer assez longtemps pour le coup. Et en fait, on lui a annoncé qu'un membre de la famille était décédé. Ça, c'est arrivé 2-3 fois.
Ça a été quelque chose qui m'a assez marquée, où j'ai pas de souvenir très précis de cette période-là, mais c'est un sentiment et une sensation que je ressens quand j'en parle. En fait, j'ai vraiment comme une sorte de conviction qui s'installe en soi. On sait ce qui va se passer. En fait, c'est presque viscéral. Et quand j'en parle, que ce soit maintenant ou avec des amis, cette sensation viscérale, elle revient en moi. Donc j'ai pas de souvenir visuel de quand je m'arrêtais de faire quelque chose ou comme on peut avoir un souvenir classique. C'est juste cette sensation que je ressens encore quand j'en reparle. En fait, ça me fait vraiment, au niveau du plexus solaire, ça me fait une sensation de chaud. Et c'est aussi une sensation de compression. Mais il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et c'est une conviction extrêmement forte. C'est pas désagréable, c'est pas agréable non plus, mais c'est quelque chose qui est bien présent et que je ressens assez fortement. Alors ma mère, elle se posait des fois beaucoup de questions parce que même quand on est enfant, on le sait beaucoup, on a beaucoup d'amis imaginaires. J'en avais énormément apparemment, au point qu'elle devait des fois laisser la porte ouverte de la voiture pour laisser tout le monde rentrer. Que s'il y en avait une, je me rappelle, une espèce de grande dame qui avait un parapluie comme une Mary Poppins, fallait ressortir pour aller chercher son parapluie. Quand elle préparait le goûter, il fallait que y ait du goûter pour tout le monde. Donc ça commençait à faire beaucoup. Moi, quand elle me raconte ça, ça me fait beaucoup rire. Je pense que ma mère ne s'est pas tant inquiétée que ça. Parce qu'effectivement, ma mère était croyante, mais avait du coup aussi cette notion d'avoir ses croyances personnelles et de pas se rattacher à une institution. Et ma mère était assez sensible effectivement à toute la partie ésotérisme, avait une spiritualité assez ouverte, mais c'est quelque chose qu'elle gardait beaucoup pour elle. Je sais qu'elle tirait les cartes, mais je l'avais jamais vue concrètement faire. Elle m'en a jamais parlé tant que c'est pas moi qui ai fait la démarche de venir vers elle et d'en discuter. Ça a été vraiment, même pas une protection de sa part, mais laisser et respecter que je fasse mon cheminement de mon côté, toute seule, que ce soit personnel, que ce soit spirituel. Et après, effectivement, quand il y a certaines questions que je voulais me poser, je suis après assez naturellement revenue vers elle, où je suis très très proche de ma mère, on est très fusionnels, et donc c'est venu assez naturellement. La première expérience vraiment que je pourrais dire, en tout cas de paranormal, que j'ai pu vivre quand j'étais enfant, ça a été en primaire. On est en train de s'amuser en fait vers le portail où on est tous à passer le matin et à repartir le soir. Et d'un coup, on a été plusieurs en tout cas à le voir en même temps. Une main traverser le portail, littéralement, et à agiter une espèce de feuille. Ça faisait un peu comme une forme un peu bleutée qui agitait un peu. C'était une main, on a l'impression que c'était une très vieille main. Enfin, c'était quelque chose qui était complètement hallucinant, lunaire, qui nous a fait tellement peur. On a tous crié, on est tous partis en courant. Je pense qu'on s'est pas posé plus de questions et après on n'est pas resté joué en tout cas près de ce portail pendant très très longtemps. Mais ce qui est marrant, c'est que j'étais pas la seule à le voir, quoi. On était vraiment plusieurs en même temps. Ça a été vraiment une expérience marquante parce que ça a été effectivement une des premières qui m'a vraiment fait peur quand j'étais petite. Le souvenir reste assez marquant de surtout cette couleur un peu bleutée, un peu translucide, qui est pas explicable finalement. Les premières expériences où j'ai commencé vraiment à me poser des questions, période collège, des années assez difficiles dans ma vie pour d'autres raisons. Ça a vraiment été à la fois un éloignement et un rapprochement de cet univers-là un peu paranormal qu'on peut trouver. Par deux choses, déjà parce que j'ai effectivement vécu une ou deux expériences qui m'ont quand même profondément marquée durant cette période-là, que je qualifierais en tout cas de paranormal de mon côté parce que j'ai vraiment pas d'explication. Et la deuxième, c'est des expériences personnelles assez difficiles où j'ai connu, on va dire, certaines douleurs, certaines pertes que j'étais pas prête à vivre pour le coup, où j'ai vécu aussi du harcèlement, j'ai moi aussi pas été très sympa avec certains. Donc je pense que ça m'a un peu aussi ça m'a mis un peu dans une spirale assez noire où j'ai peut-être commencé à attirer des choses pas très cool. Il y a une première expérience qui m'a pas mal marquée, qui était une expérience plutôt auditive, où j'entendais de temps en temps quelqu'un qui disait au secours, comme un petit garçon qui essayait de parler.
Au début, c'était quelque chose qui avait l'air d'être très très loin. Ça m'arrivait dans des situations complètement classiques, que ce soit dans la rue ou que ce soit chez moi. Ça arrivait souvent quand j'avais mes écouteurs dans les oreilles. Donc bon, après, j'ai pas du tout pensé à quelque chose de paranormal ou d'inexplicable au début. En plus, on a toujours tendance à essayer de rationaliser. Alors déjà, moi, au-delà de rationaliser, c'était de me dire je suis folle parce que je commençais à entendre des voix. Et qu'en plus, c'était les périodes où déjà l'adolescence est dure. En plus, quand on vit des expériences difficiles, on le sait, hein, même les émotions c'est décuplé, tout est compliqué cette période-là, vraiment tout. Et c'était mon premier réflexe de me dire je suis folle, je commence à entendre des voix, ça allait pas du tout. Et en fait, la dernière fois qui m'a vraiment fait peur, ça a été vraiment une fois où je rentrais chez moi. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et où d'un coup j'ai entendu très très fort « Écoute-moi, aide-moi ». Mais à hurler dans mes oreilles, au point que j'ai dû enlever mes écouteurs, j'ai dû presque m'arrêter de marcher, tellement que c'était fort et violent. Quand on a nos écouteurs, ça nous coupe, ça nous met un peu dans notre monde, donc c'était déjà ultra violent sur ça, mais c'était surtout la peur et l'inquiétude de se dire ok, il y a quelqu'un qui va pas bien et il se passe quelque chose autour de moi, quoi. Et finalement, personne. La deuxième chose du coup qui m'est venue dans la tête, c'est de me dire laisse-moi tranquille, et je le remettais vachement aussi sur le fait que c'était des voix que j'entendais et que là je commençais à être folle, donc c'était vraiment laisse-moi tranquille, je peux rien faire de toute façon, donc voilà. Ça m'a quand même pas mal perturbée pendant un moment, parce que je me souviens à l'époque je sortais avec un garçon et puis je lui en avais parlé et puis tout de suite on m'avait traité de folle, que c'était dans ma tête, que je me faisais des idées, donc pas de prise au sérieux, et puis j'en avais pas nécessairement parlé à quelqu'un d'autre ni à mes parents, quoi que ce soit. Par peur, puis aussi en période adolescente, crise d'adolescence, pas très proche des parents à cette époque-là, donc c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi et que après j'ai mis de côté. Deuxième expérience que j'ai pu vivre quand j'étais encore à cette période de collège, elle est rattachée à un événement qu'on a vécu avec ma mère. En fait, j'ai vécu avec ma mère principalement puisque mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Ma mère s'était remariée avec une autre personne. Cette personne-là était pas très saine, on va dire. Il aimait pas trop les enfants, c'était quelqu'un de très autoritaire, que ce soit avec moi ou ma mère. Ma mère, au final, s'est séparée de ce compagnon-là de manière assez brutale. Non pas brutale physique, mais il y a eu des histoires de tromperie, de beaucoup de choses. Donc ma mère était dans des états assez difficiles. Donc je me suis occupée d'elle pendant un petit temps, à essayer d'être présente au mieux, et donc après on a quitté la maison familiale où on était, puis on a cherché un appartement. Puis au bout de, je pense à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a trouvé un appartement que ma mère a acheté, toujours dans le sud de la France, pas très loin d'où on était. Et c'est dans cet appartement, quand on a emménagé, qu'il a commencé à se passer des choses. Ma mère savait déjà un petit peu le passif des anciens propriétaires, et moi je n'étais absolument pas au courant à l'époque, je l'ai su après. C'était un appartement classique, 2 chambres, une terrasse en fait qui était le long de nos 2 chambres, et dans une des 2, qui était du coup devenue la chambre de ma maman, il y a une personne qui était gravement malade et qui est décédée. Et la deuxième chambre du coup, qui était la mienne, chambre d'ado, c'était un adolescent qui était dans cette chambre-là et qui était extrêmement colérique, qui avait des vrais problèmes de colère, de gestion d'émotions, tout ça. Où, quand on est arrivé, il y avait un grand trou dans ma porte qui est encore là d'ailleurs. Enfin, on voit que la porte est ultra gondolée, qu'on a colmaté comme on pouvait, mais ouais, en fait, on sentait déjà qu'il y avait un esprit dans l'appart. C'était un peu compliqué, quoi. Ça a commencé pareil, assez doucement. Ça a été beaucoup de problèmes électriques. La radio qui s'allumait toute seule, c'était presque devenu une habitude. Les appareils qui déconnaient ou l'horloge qui s'arrêtait de tourner, on avait beaucoup ce genre de choses qui arrivaient. On était toutes les 2 témoins de ça. En fait, presque, on avait l'habitude que ça se passe, on se regardait et on se disait on a encore des problèmes d'horloge et tout ça. J'ai commencé à cette période-là à me réveiller en pleine nuit, à me mettre en tailleur et à parler, à baragouiner une langue qui n'existe pas ou des choses qui veulent rien dire. Je suis pas consciente de ça quand ça m'arrive. Alors soit c'est des personnes qui ont dormi avec moi, qui m'ont demandé un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit, soit c'est ma mère qui me le racontait après. Parce que pareil, elle m'entendait parler, à venir voir ce qui se passait ou à qui je parlais.
J'étais pas dans un état vraiment conscient, mais en fait, j'étais dans un état un peu comme dans un rêve éveillé. J'avais la sensation, donc c'était un peu flou entre le sommeil, la réalité, ce qui se passait. Et dans cette chambre particulièrement, quand j'avais cette espèce de phénomène qui m'arrivait de me lever, de me mettre en tailleur et de parler, je regardais un coin précis de la pièce, tout le temps. Et ça, par contre, je me souviens de ma posture et je me souviens de regarder quelque chose qui était en fait coincé entre ma baie vitrée et l'intérieur de la pièce. C'est comme si tu avais une silhouette en fait qui était coincée dans ce coin-là, en hauteur. C'était une silhouette d'homme avec un chapeau melon. Ça, c'est le truc qui m'a marqué et qui reste toujours marqué pour le coup. Et ça a duré bien pendant des semaines. J'ai pas la sensation d'avoir une peur viscérale ou vraiment avoir peur quand ça m'arrivait parce que justement il y avait cet état de semi-conscience qui était là où je rêvais, j'étais pas trop là donc puis t'as la sensation que c'est pas réel en fait ce qui t'arrive donc la peur ne vient pas tant que ça. Il y a quand même une sensation un peu d'oppression dans l'appartement mais c'est quelque chose qui reste gérable. C'est pas parti trop en escalade sur cette partie-là. J'avais pas spécialement peur après de m'endormir parce que j'avais pas la sensation que c'est quelque chose qui me voulait du mal. Déjà visuellement, je devinais que c'était un homme de par une silhouette qui pouvait être assez imposante et très grande, que c'était pas la même époque que nous, et ça c'est pareil, c'est une conviction. Bon, un chapeau melon, c'est vrai que y a pas beaucoup de gens qui courent les rues qui en portent, mais j'avais pas la sensation que c'est quelque chose qui allait me faire du mal. C'est-à-dire que c'était pas une présence qui à la fois était petite, qui a commencé à grandir, à s'approcher de moi. Elle ne bougeait jamais. C'est-à-dire qu'elle était vraiment dans ce coin-là, c'est comme si elle était coincée, elle ne me parlait pas. J'ai aucun souvenir en tout cas du fait qu'elle a essayé de dire ou de faire quelque chose. C'est comme si c'était une présence stoïque et qui était là. Je savais juste qu'elle était là. C'est quelque chose qui a commencé à être hyper présent dans mon esprit de jour comme de nuit parce que c'était de me demander déjà qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle me voulait parce que quand bien même en fait elle communiquait pas, elle bougeait pas, elle était là. Donc même si j'avais la sensation que il allait rien m'arriver de mal, c'est un peu gênant quoi. Au bout d'un moment j'aimerais dormir normalement, j'aimerais retrouver un peu la vie normale. Donc j'en ai pas parlé tout de suite à ma mère. J'ai commencé un peu à me poser des questions, ou même la nuit, à commencer même moi à me réveiller, à demander ce qui se passait. Je le voyais pas forcément, mais je regardais ce coin et je posais des questions. J'avais pas de réponse. Et j'en ai parlé à ma mère, au bout d'un moment, qui, elle, m'a aussi dit qu'elle ressentait qu'il y avait quelque chose dans la maison. Quand bien même elle était assez ouverte sur ces croyances-là et tout, on connaissait pas nécessairement de personnes, de passeurs d'âme ou de personnes qui pouvaient potentiellement nous aider. Donc j'ai commencé toute seule à chercher qu'est-ce que je pouvais faire en faisant mes propres recherches. Je me suis mise un soir à prendre une décision, à me mettre au pied de mon lit et à prier pour cette personne ou cette chose que je ne sais, je sais pas du tout ce que c'était, je pourrais même pas dire si c'était une âme d'une personne décédée ou vraiment quelque chose de très ancien, très sincèrement, je n'en sais rien. La seule chose que je me suis dit, c'est je me suis mise au pied de mon lit, je me suis mise en position de prière, j'ai commencé à prier, comme si pour qu'il parte ou pour qu'il trouve la paix, j'ai mis plein d'ondes positives, tout ce que je pouvais, et après ça, c'était terminé. Et quand c'est terminé, je me suis pas dit oh, waouh trop bien, j'arrive à faire quelque chose ou pas. Je me suis même pas dit ça. Je me disais c'est cool, je vais pouvoir juste dormir tranquille. Je sais pas ce que c'était, mais c'est en paix et tant mieux. Je pense qu'à cette période-là aussi, comme je disais, j'avais plein de choses qui se passaient personnellement, que ce soit au niveau de ma famille. À cette période-là, moi j'ai mon père qui a commencé à être malade, qui a été atteint d'un cancer, qui est toujours en cours, pas en rémission aujourd'hui, mais qui est toujours quelque chose de très compliqué à date. Donc ça fait longtemps, c'était à mes 14 ans. Et plus on va dire les problèmes d'ado classiques qu'on peut avoir, plus avec les copains, l'école et tout ça, je pense que j'étais pas consciente en fait de ce qui se passait. En tout cas, la sensation que j'avais à cette époque, c'est que j'avais déjà trop à gérer dans ma vie et j'avais pas envie de m'occuper de ça. Fin de collège, quand j'allais passer au lycée, j'étais partie
rencontrer un ami, et puis faire nos petites activités, sortir, s'amuser, aller manger une glace, tout ça. Et je me souviens que quand j'étais rentrée, il y avait ma mère qui était là, je crois, mais je me souviens qu'il y avait d'autres personnes. Et à ce moment-là, j'ai visualisé dans le coin de la pièce, qui était notre salon, en hauteur, une espèce de forme pas humaine, un truc horrible, mais visuellement qui est terrorisant. J'y arriverais, je pense même pas à décrire ce que c'était, tellement que c'était horrible, avec des yeux, presque les créatures qu'on peut voir dans les gravures de vieux bouquins, mais un truc atroce. J'ai eu tellement peur, j'étais tellement tétanisée que j'avais vraiment la sensation de devenir folle. C'était vraiment le truc, je me disais, mais c'est bon, ça y est, je commence à être tarée, faut que j'aille en hôpital psy. Et cette vision-là, elle est indescriptible, mais elle est hyper présente dans ma tête, encore aujourd'hui. Et je ressens encore cette peur, et je pense que c'est aussi ce moment-là qui m'a fait prendre conscience qu'il y a vraiment des choses mauvaises et qu'il faut pas s'amuser avec ça. Les années lycée, ça a été tout aussi spécial, mes années lycée, mais ça a été déjà aussi un changement parce que je suis passée en public. Parce que justement, les années collège étaient assez compliquées, j'étais dans une institution catho. Et quand j'ai changé, j'ai rencontré une personne qui est devenue presque comme ma meilleure amie, c'était comme une deuxième sœur, et qui était très tournée vers l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça. Donc en fait, c'est revenu assez rapidement dans ma vie. Quand bien même j'avais voulu bloquer tout ça, c'est revenu très vite. On se faisait des séances d'hypnose, on lisait plein de livres, c'était un peu comme les sorcières. À un moment, je me souviens, elle aimait bien un garçon, j'aimais bien un garçon aussi. On se faisait des petits rituels pour qu'il nous aime bien aussi. Enfin, c'était vraiment, on partait loin dans le truc. On poussait déjà certains sujets hyper importants parce que là, typiquement, de faire des petits rituels sur des personnes et tout, on était déjà en train d'analyser les connexions avec les différentes âmes que tu peux avoir, les liens avec les personnes. On est parti explorer tellement de sujets et tellement de choses et c'était hyper intéressant. Et c'est là aussi que j'ai commencé à pousser les portes des boutiques ésotériques, à commencer à acheter mes premiers livres. C'était cool. Il nous est rien arrivé de particulier avec cette personne-là, mais c'est revenu sous cette forme-là en tout cas. C'est un peu comme si c'était un aimant. Quand bien même j'ai voulu l'éloigner pendant un temps, j'ai l'impression que c'est un peu ce truc de ok, ça a respecté pendant un petit temps, mais par contre ça revient. J'ai un peu la sensation que des fois quand t'as envie de fermer les portes, ça le respecte et ça prend de la distance, mais à un moment donné ça revient dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Pendant le lycée, quand j'ai connu cette fille-là, du coup, on a eu toute cette période un peu à s'intéresser à l'ésotérisme. Il y a eu du coup un autre arrêt, on va dire, où je me suis éloignée de cet environnement-là, c'est que j'ai rencontré mon ex-compagnon. J'avais 16 ans. Ça a été une relation qui a duré 4 ans et demi à peu près, donc vraiment une bonne période de partie de lycée et un petit peu après durant mes études. Et c'est un moment de ma vie qui m'a beaucoup éloignée de mes croyances personnelles, de même mon propre chemin spirituel, parce que c'est une personne qui a été abusive psychologiquement beaucoup, au point en fait que quand je suis partie, j'ai fait une mémoire traumatique de 4 ans. J'ai mis beaucoup de temps à partir et je pense que c'est pareil, ça a été une période qui du coup a de manière automatique fermé un peu les portes sur ça. Ça a impacté beaucoup dans ma mémoire parce que même mon lycée, mon collège, il y a des expériences comme ça là que je peux raconter assez facilement, mais en fait tout est beaucoup par bride, tellement que ça m'a marqué en fait au niveau de mon cerveau. Et c'est pour ça que souvent, quand je parle un peu de toutes les expériences que j'ai pu vivre avant, j'ai beaucoup d'hésitation ou de remise en question ou de me dire que je suis folle. Déjà, je me dis qu'en temps normal, quand il nous arrive des choses qui sont pas explicables, on se dit on est fou. Moi, je me demande des fois même si c'est vrai ou si ça s'est vraiment passé, parce que j'ai eu un travail assez long à retrouver un peu ces brides de souvenirs, à essayer de recoller des fois un peu les morceaux. Parce que vraiment, la mémoire traumatique, ça te fait tout oublier, en fait. Ça te fait vraiment oublier une période de ta vie.
Et en fait, c'est un mécanisme de défense que ton cerveau met automatiquement en place, souvent pour des personnes qui ont été victimes de violences, de viols, et où beaucoup de personnes sont assez étonnées quand on entend parler d'anciennes victimes qui viennent se manifester 5 ans après, 20 ans après. C'est en fait le cerveau qui a mis en place un protocole de protection, parce qu'en fait on n'est pas apte à gérer la situation de maintenant, donc c'est en mode de survie qu'on se met. Et après, au bout d'un moment, ton cerveau décide, entre guillemets, que tu as la capacité à le gérer. Et donc, tu as les brides de souvenirs qui commencent à revenir. Donc moi, les brides de souvenirs ont commencé à revenir après 2 ans et demi. Donc je suis restée 2 ans et demi dans le flou. Et ça a commencé à revenir un peu par des rêves, par des flashs aussi, beaucoup. Et ça a été un peu compliqué à gérer au début parce que, pareil, tu sais pas trop si c'est ton imagination, si c'est tes souvenirs qui reviennent un peu. C'est aussi ça perturbant parce que les souvenirs, du coup, c'est pas des bons souvenirs qui reviennent, c'est plutôt des souvenirs assez traumatisants. Et en fait, à cette époque-là, j'avais quitté cet ancien compagnon. J'ai la date très précise en tête par contre, c'était le 31 janvier 2016. Et je me suis mise avec mon compagnon actuel en avril 2016. Et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. On a commencé en tout cas une relation où j'étais quand même assez cabossée comme personne. Et après 2 ans et demi, il a fallu gérer ces souvenirs qui revenaient. Je m'en rappellerai toujours d'un souvenir très marquant où je me suis levée à 3h du matin après avoir fait encore un cauchemar sur ça, et où les choses sont revenues très limpides, et j'ai réveillé mon compagnon à 2-3 heures du matin. Je lui ai dit écoute, il faut que je te raconte quelque chose, et je lui ai raconté toute mon ancienne relation. Donc vraiment, cette période-là, je me suis retrouvée un peu, j'ai retrouvé une personne super, en tout cas, qui est toujours dans ma vie. On a fait un bon bout de chemin ensemble, on s'est installés ensemble, on vit ensemble. On a un petit chien, un petit chat. On a commencé du coup nos premiers jobs aussi en même temps. Et ce qui, je pense, a vraiment réveillé un peu ce lien avec la spiritualité et l'ésotérisme que je peux avoir, ça a été mon dernier boulot que j'ai fait aux Galeries Lafayette, où en fait j'étais acheteuse. Ça veut dire que on cherchait un petit peu les marques pour pouvoir après les vendre en magasin. Et j'ai d'abord travaillé pour des accessoires de mode, tout ce qui est les sacs, les chaussures. Et ensuite j'ai évolué dans le secteur de la beauté. Et on a eu un super projet qui était en développement, qu'on m'a proposé d'accompagner, de faire partie de l'équipe et de chercher des nouvelles marques. Et justement, ça a commencé à être un peu la tendance de cette beauté un peu holistique, donc l'entièreté de la beauté. Et j'ai retrouvé une personne que je connaissais de mes études. J'ai fait un DUT en communication juste après mon bac. Elle était dans la même promotion que moi. Et en fait, on s'est retrouvés parce que cette fille-là, elle a lancé une marque de lithothérapie. La lithothérapie, c'est tout ce qui est le pouvoir des pierres et des cristaux. Et donc, comme on était dans ce nouvel esprit de beauté holistique, je cherchais des nouvelles marques. En fait, j'avais déjà repéré cette marque-là, et puis j'étais agréablement surprise de voir que c'était cette fille-là derrière. Pour ce projet-là, je l'ai contactée. Pile à ce moment-là, moi, j'ai commencé à repartir aussi de manière très naturelle et toujours avec ce petit aimant dans des boutiques ésotériques. À l'époque, quand je travaillais pour les Galeries Lafayette, on avait emménagé à Paris avec mon compagnon dans le 9e arrondissement. Et dans cet arrondissement, il s'avère qu'il y a une très belle boutique ésotérique qui a 2 magasins en fait dans la même rue. Elle en a une où il y a plein de livres, de pendules, de plein de petits accessoires. Et on en a une deuxième qui est que autour de la pierre. C'était à la Cornaline. C'était pile entre le bureau et mon appartement. Donc en fait, je passais quasiment tout le temps devant. Moi, j'ai toujours aimé les pierres. Il se passe pas des trucs de fou avec les pierres que j'ai, mais j'ai toujours eu des pierres. Et du coup, je m'achetais des petites pierres, donc j'ai commencé à en acheter. En parallèle, j'avais contacté du coup cette marque-là pour mon boulot. Et j'ai repris contact avec cette personne du coup qui s'appelle Morgane. Et on a tout de suite accroché ensemble. Au-delà d'avoir en fait une marque de lithothérapie, il s'avère qu'elle est numérologue aussi. Et elle m'a proposé de me faire ma numérologie, de faire un petit atelier avec elle. Donc tout ce qui va être analyser sa date de naissance, l'heure à laquelle on est né, d'essayer de comprendre un petit peu plus les choses. Morgane a aussi un don assez particulier pour sentir les gens. Je m'en rappelle, j'avais fait un atelier du coup avec elle et quelques autres personnes où elle avait tout de suite senti ce dont j'avais besoin.
C'est quelqu'un de tellement doux, de tellement posé, en fait, de tellement en paix. Elle a fait bouger des trucs à l'intérieur de moi. Tout cet petit univers-là est venu un peu vraiment dans un quotidien et ça me faisait du bien, ça me permettait de retrouver aussi un peu un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Quand je passais devant cette boutique de pierre, un peu plus loin, il y avait cette fameuse boutique où il y avait tous les différents livres qu'ils proposaient et surtout des cartes. Et c'est dans cette boutique que j'ai acheté mon premier jeu de tarot. Attirée par un en particulier, qui est un jeu de tarot avec tout ce qui est illustration de tatouage, qui me parle beaucoup. J'étais happée par ce jeu. J'étais pas trop attirée par les oracles au début. J'ai direct commencé par le tarot. Et en fait, ça s'avérait hyper parlant. C'était bluffant, les résultats qu'on pouvait avoir. Et du coup, j'ai continué. Et ça m'a jamais quittée. J'ai presque voulu à un moment être un peu dans cette euphorie du soleil. Je me disais, oh là là, mais j'aimerais faire ça tout le temps en fait. Mais finalement, même après plusieurs réflexions et tout, j'ai préféré garder ça un peu personnel et je fais du tirage de cartes aujourd'hui encore pour d'autres personnes, mais souvent du bouche à oreille. Ce projet que j'avais au travail de développer la beauté holistique a fait que j'ai rencontré Morgane avec sa marque, mais j'ai rencontré plein d'autres gens. J'ai rencontré une personne qui fait des chocolats et qui aussi est chamane. J'ai rencontré une autre personne qui a une marque de lithothérapie avec qui aussi je suis très proche. Pour certaines, elles ont trouvé en tout cas un développement de marque et de business à faire. Ça me donnait envie un peu de faire la même chose, où je me disais c'est quelque chose qui me parle tellement. Et finalement, pour moi personnellement, d'en faire quelque chose où je devais penser une image, marketer tout pour du tirage de cartes qui était complètement différent de ce qu'elles font, bien sûr, je sentais qu'il y a quelque chose qui collait pas. Au final, ça s'ouvre en fait petit à petit à des personnes que je connaissais pas, de part de bouche à oreille, et ça me va très bien de le faire comme ça. Je demande rien en échange, j'essaie d'accompagner les personnes. Même encore aujourd'hui, je me remets sans cesse en question et ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est ultra angoissée, qui tout le temps se demande si elle fait les bons choix. Donc, imagine quand je tire les cartes. Donc, il y a le lâcher prise, il est encore un peu compliqué, mais en tout cas, des quelques tirages que j'ai pu faire pour des gens extérieurs et que ce soit pour moi, les cartes ne m'ont jamais menti. Elles se sont toujours avérées vraies. Pour moi, c'est le moyen de contact que j'ai du coup avec ce qu'il y a autour de nous, l'invisible. C'est un moyen pour moi de traduire ce qui se dit. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire que ça a commencé à être du coup cette sensation comme quand j'avais 6 ans, c'est-à-dire que c'est une conviction très forte, c'est-à-dire que presque j'ai plus besoin des cartes pour le savoir. Donc le moyen de contact déjà, il commence à être un peu moins utile entre guillemets. Mais ça me rassure, et ça, je pense aussi, c'est le syndrome de l'imposteur, parce que c'est pareil, je remets toujours en question. C'est-à-dire que même encore là, je me dis, mais peut-être que je raconte n'importe quoi. En fait, ça peut tellement impacter la vie des gens que j'ai encore du mal à prendre cette place-là. C'est super difficile. Je pense que j'ai besoin d'avoir toujours mes petits pieds sur terre et de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, aux yeux de la société, on va dire, bon, c'est un peu plus ok de le faire. Mais c'est marrant parce que, du coup, j'étais aux Galeries Lafayette avant. J'ai quitté ce métier-là il y a à peu près 3 ans de ça maintenant, 3 ans et demi, et je me suis lancée en tant qu'organisatrice de mariage, donc en tant que wedding planner. Et ça peut beaucoup étonner les gens, mais en fait, ce que j'adore dans ce métier-là, c'est que je participe à un moment de vie des gens qui est extrêmement puissant et symbolique. Et ça, j'adore. Les cartes, ça reste quelque chose que j'ai à côté, que je fais de temps en temps, et de le faire dans ce contexte-là, ça me va. Après tout ça, j'ai eu une expérience qui vraiment m'a fait très peur et qui était il y a 2-3 ans de ça à peu près, et que j'ai vécu avec mon compagnon, qui va écouter ce podcast et qui est à la fois très fier et va rigoler, mais on a vécu cette expérience-là en tout cas tous les deux et qui nous a pour le coup marqué. Ça a été vraiment la seule expérience parce que hormis celle-là, depuis que j'ai commencé vraiment à me pencher sur la partie des cartes, c'est vraiment devenu ce moyen de contact-là et il n'y a plus vraiment d'expérience auditive et visuelle.
Les cartes, on va dire, ont apaisé les choses, ou alors le moyen de contact fait qu'il est un petit peu plus gérable. Mais l'expérience, en tout cas, assez marquante qu'on a eue avec mon compagnon, c'est quand on est parti en vacances à Bali il y a 2-3 ans. C'était vraiment juste avant que je quitte mon ancien travail. C'était une période en plus où j'étais très fatiguée, donc j'avais vraiment besoin de repos et de partir se changer les idées, en tout cas tous les deux. On est parti sur cette terre qui en plus est connue comme étant très spirituelle. On avait pris un hôtel à Ubud qui est dans le centre de l'île. La chambre qu'on avait, c'était vraiment une grande pièce principale du coup, où on avait le lit. Un pan de mur où il y avait du coup la télé qui était vraiment en face du lit, et derrière ce pan de mur en fait toute la salle de bain qui était tout le long, donc qui faisait un peu comme une espèce de grand couloir, et une terrasse qui menait sur en face de nous vraiment la jungle. C'était vraiment un hôtel qui était un peu perdu au milieu de nulle part. On était en train de se préparer pour aller au restaurant. Bertrand était côté chambre et moi j'étais dans la salle de bain en train de finir de me sécher les cheveux. Et au-dessus de nous, surtout au-dessus de moi, au bout du couloir de la salle de bain, j'entends un bruit assourdissant qui tombe. Quelque chose qui tombe, mais de très lourd, comme si c'était un énorme meuble qui était tombé, ou alors que dans les chambres, je veux dire, à part le lit, il n'y a pas de meuble, quoi. Il y a 2 secondes de silence. D'un coup, j'entends des pas marcher très 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 vite. 5 pas très distincts, et ça s'arrête pile au-dessus de ma tête. Il y a 2 secondes de blanc. Il y a vraiment plus de bruit. Et d'un coup, il y a un autre bruit assourdissant qui arrive, et toute l'électricité saute. Et en fait, le bruit est tellement fort, Bertrand a eu peur que je me sois par exemple électrocutée avec le sèche-cheveux ou quelque chose comme ça. Il accourt, il me demande si ça va. J'ai du mal un peu à réagir, j'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé, et du coup on a le réflexe d'appeler l'hôtel qui vient vérifier pour remettre les plombs, et c'est vraiment que notre chambre qui a sauté. Dans le couloir il y avait de la lumière et tout, et on s'est pas posé plus de questions. On part faire ce qu'on avait à faire, on part au restaurant et puis on oublie. Ces bruits-là en fait sont hyper importants pour la suite et ont été hyper marquants sur ce coup-là. Dans cet hôtel, je pense qu'on est resté à peu près une semaine. Et je pense que ça devait être assez rapidement après, 1 ou 2 jours. On est en train de dormir, c'est la nuit. Bertrand, en général, c'est le genre de personne qui est ultra connue pour s'endormir en 3 secondes chrono. Moi, je suis plutôt la personne qui va mettre beaucoup plus de temps à s'endormir et à se réveiller un petit peu des fois pendant la nuit. Mais pour le coup, lui, à part s'il est perturbé du travail, il dort assez profondément. Et cette nuit-là, j'ai senti à côté de moi qu'il était hyper réveillé, très alerte de ce qui est en train de se passer, et il me parle de manière hyper lucide, de me dire Paloma, il me dit il y a quelque chose qui gratte, et il me dit mais ça gratte dehors, au niveau de notre terrasse. Au moment où moi je me réveille, il se passe rien, enfin j'entends rien, j'ai pas du tout ce bruit-là en fait qui arrive. Donc je dis écoute, oui c'est peut-être un animal, mais je sens qu'il est quand même je sens qu'il y a un peu de panique dans sa voix. Donc je me dis écoute, on va essayer de se rendormir en quelque chose, et si ça revient, on essaye de voir d'où ça vient et d'ouvrir en fait très rapidement la terrasse si ça revient. Et il me disait ça faisait vraiment des sensations de grattage, comme si quelque chose qui essayait de rentrer à l'intérieur. On va se recoucher. Pareil, ça recommence à gratter. Et là, pour le coup, je l'entends. Et en fait, on entend que ça vient de la terrasse. Nous, on avait des espèces de rideaux, un peu comme des voilages en lin. Donc, on voit, c'est pas complètement opaque, donc on voit un petit peu. Mais en fait, on voit qu'il y a même pas une ombre ou quoi que ce soit sur les terrasses. On voit pas forcément, mais on entend le bruit. Et on entend le bruit très fort que ça gratte. T'as presque l'impression que c'est à côté de ton oreille, tellement que c'est fort. Et du coup, je lui dis doucement, écoute, va discrètement près de la terrasse et ouvre d'un coup la baie vitrée, puis on va voir. Donc il se lève, il se met à côté, et on entend que ça gratte d'un coup. Il ouvre directement la baie vitrée, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, il s'est rien passé dehors, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu d'ombre, il n'y a pas eu d'animal, il n'y a rien du tout. On était quand même assez en hauteur au niveau de la terrasse, donc ça avait l'air quand même d'être un gros truc. Donc à part si ça vole et que on n'était vraiment pas réveillés, on n'a rien vu du tout. Et ça s'est arrêté net. Mais je pense que ce qui m'a alerté, ce qui m'a inquiété, c'est de sentir que lui, il était inquiet dans sa voix. Parce que ça lui arrive jamais.
c'est quelqu'un qui est très terre à terre. Moi, quand j'entends du bruit à la maison, souvent je lui dis est-ce que tu peux aller voir, parce que j'ai peur moi de voir des choses que j'ai pas envie de voir ou pas envie d'entendre, et je sais qu'il est tellement dans ce truc-là très cartésien que je sais que voilà, si c'est quelque chose de pas explicable, lui il va pas le voir, il va me rassurer, il me dire non c'est bon, c'est rien, et se coucher. Donc c'est quelqu'un qui rationalise beaucoup. Donc quand je sens que même lui en fait est inquiet, c'est ça qui me met la puce à l'oreille, à me dire ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe quoi. On arrive quand même à se coucher tant bien que mal, et puis on passe une autre journée. Et un soir, on est tous les deux dans la chambre, on regarde une série sur Netflix tranquillement. Et d'un coup, on entend un gros bruit qui tombe au niveau du plafond de la salle de bain. On entend les 5 pas, ça s'arrête. Et là, d'un coup, un gros bruit et plus d'électricité, il y a tout qui saute. Moi, à ce moment-là, j'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer. Je lui dis, je suis désolée, mais on change de chambre. Je reste pas là, on part, parce que je peux pas rester dans cette chambre. J'ai eu vraiment un moment de panique tellement fort, impossible de garder mon calme. Et je voulais partir le plus vite possible. Et en fait, ce qui m'a fait peur, au-delà en fait du bruit, c'est que la mécanique du bruit était exactement la même. Et vraiment, ces bruits encore de grattement quand les pas se déplaçaient, c'était affreux. Lui, pour le coup, aussi a flippé, mais a rationalisé très rapidement. On a tout de suite encore appelé le personnel de l'hôtel pour venir. On essayait de se faire comprendre. D'un coup, il me parlait de souris. Ça n'avait pas du tout le bruit de souris, ou alors la souris était très très grosse. Et heureusement, ils nous ont changé de chambre tout de suite. Et après, on n'a plus du tout eu de problème. Mais ce bruit, en fait, était tellement assourdissant, était tellement le même à la seconde près, pour 3 bruits différents, que je trouvais pas d'autre explication. Ça avait pas l'air naturel du tout, en fait, ce qui se passait. Moi, je l'ai vraiment senti au fond de moi que fallait pas qu'on reste là. C'est pour ça que vraiment j'ai commencé à paniquer, à vouloir partir, parce que je sentais que c'était pas bon. Aujourd'hui, ça fait toujours partie de ma vie. Je tire toujours les cartes. Je me suis mise au pendule depuis aussi un petit temps. Je me vois pas vivre sans, parce que ça m'a apporté tellement dans mon cheminement personnel, même pour moi, la personne qui je suis. Et je vois ce que ça peut apporter aux gens que je peux aider. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui maintenant vraiment fait partie de moi. Je pense qu'effectivement, que ça revienne par brides comme ça dans ma vie, c'est pour une raison. Mais c'est pareil, il y a toujours des convictions assez fortes que j'en suis qu'au début. Je pense que ça prendra une place beaucoup plus importante plus tard, parce que j'ai d'autres choses à vivre maintenant. J'avais envie de témoigner parce que je suis dans un tournant personnel dans cet univers-là, où justement ça rentre dans mon quotidien, et j'ai envie aussi même de pouvoir partager mon expérience qui peut aider d'autres personnes. J'ai aussi l'envie de, même moi, rencontrer d'autres personnes dans cet univers-là. Et je trouve ça hyper riche de pouvoir partager un maximum d'expériences, de pouvoir peut-être apporter des réponses à des personnes, et d'éventuellement même de faire partie de cette communauté-là, et des personnes qui partagent en toute transparence et bienveillance en tout cas ces expériences. Et j'ai pas en tout cas encore eu l'opportunité de rencontrer une personne aussi, même moi, tu vois, je pense même personnel, de me dire ok, c'est bon, t'es pas folle Paloma, c'est vraiment là et c'est vraiment présent, et de rencontrer des gens qui presque me donne pas cette preuve-là, mais ouais, qui me, je pense, me conforte un peu dans ce truc-là. Toujours pareil, syndrome de l'imposteur, remise en question de plein de choses, et je pense que c'est ça aussi, de se poser des questions et de se remettre en question, surtout dans cet univers-là, parce que je pense qu'il faut aussi accepter qu'on n'aura peut-être jamais les réponses, mais je pense que je suis à un stade aussi où j'ai envie un peu de m'ouvrir et de partager et de rencontrer d'autres gens qui peuvent potentiellement aussi partager ça, et je trouve que c'est tellement riche pour nous faire grandir.
Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.